Nous vivons dans un monde complexe, dynamique et imprévisible. Les nouvelles technologies ont bouleversé notre quotidien. Pour appréhender la sophistication croissante de notre environnement, les mathématiques sont devenues un outil incontournable. Et pourtant, de nos jours, beaucoup voient encore les mathématiques comme une corvée d'étudiants, qui consiste uniquement à ressortir des faits établis depuis bien longtemps. Voilà qui est non seulement un préjugé complètement faux, mais je pense aussi que cette image négative des mathématiques est la raison principale des échecs scolaires. Après tout, comme Steve Jobs le disait, la seule façon de faire du bon travail est d'aimer ce que l'on fait. Dans cette vidéo, je propose de vous révéler la magie des mathématiques des classes préparatoires aux grandes écoles. À travers leur rôle historique et leurs applications à la vie quotidienne, je vous invite à entreprendre ce que vous n'avez encore jamais osé imaginer: aimer les mathématiques. Les deux livres les plus publiés de l'histoire sont la Bible et les éléments d'Euclide. Mais si l'Église considère aujourd'hui que les histoires de la Bible sont essentiellement métaphoriques, la beauté des éléments d'Euclide, c'est qu'ils sont encore aussi vrais aujourd'hui qu'il y a 2 millénaires. Le plus grand livre de l'histoire des mathématiques, j'ose dire, c'est le premier gars qui a décidé de créer les maths dans un sens comme il faut. Et il a d'abord construit les maths, il a mis les axiomes et puis il a déduit les conséquences de ces axiomes. On dit pourquoi c'est vrai ça, parce que ça, parce que ça, parce que ça. Puis il y a un moment où il faut partir de quelque chose dont on admet que c'est vrai et dont on n'arrivera pas à démontrer. Et donc Euclide, c'est le premier à avoir essayé de faire ça. En traitant des formes géométriques élémentaires, les éléments d'Euclide en viennent rapidement à décrire le nombre le plus important des mathématiques. Pi ? Oui, pi. Comme vous le savez sans doute, pi est le rapport de la circonférence du cercle par son diamètre. Et ce qui est déjà incroyable, c'est que ce rapport est le même pour tous les cercles, que ce soit celui que j'ai dessiné ici, ou celui qui fait le tour de notre univers tout entier. Pi est universel. Quand j'étais petit, ma mère m'a dit que le rapport entre la circonférence et le diamètre était toujours le même. J'ai pas cru. Et j'ai commencé à mesurer des cercles que j'ai trouvés dans ma maison et le diamètre divisé un par l'autre, j'étais énervé parce qu'elle avait raison. Mais pour moi, la vraie beauté de pi, c'est plutôt son côté évasif. Tu veux dire que c'est genre un fugitif? En quelque sorte. Pendant des millénaires, beaucoup ont cherché à calculer sa valeur. Les Égyptiens l'approchaient par 3,16. Les Babyloniens, eux, par 3,125. En fait, pi est si évasif qu'en 1897, l'État de l'Indiana aux États-Unis a failli utiliser la loi pour le forcer à valoir 3,2. Mais pi est au-dessus des lois humaines. Au IIIe siècle après Jésus-Christ, Archimède de Syracuse s'attaquait au calcul de pi. Pour moi, avec Euclide, Archimède est le plus grand mathématicien de l'Antiquité. Et c'est grâce à un bijou mathématique qu'Archimède attribua avec certitude l'approximation de pi à 2 décimales que nous connaissons tous aujourd'hui, 3,14. Mais comment il a fait pour découvrir ça? Prenez un cercle de diamètre 1. Archimède savait que la circonférence du cercle valait exactement pi fois le diamètre, c'est-à-dire pi. Son idée de génie était ensuite d'approcher le cercle par des polygones réguliers dont il savait mesurer les périmètres. Ces périmètres fournissaient alors une suite de mesures dont la limite converge vers pi. Eureka! Ouais, c'est vrai que c'était vraiment bien pensé, surtout pour l'époque. Il était fort, Archimède. Il faut faire un peu attention quand on parle de limites. Imaginons que je cherche à calculer pi avec une autre suite de polygones. Partons d'un carré à l'extérieur du cercle. Ce carré a un périmètre égal à 4. À chaque étape, je vais maintenant rabattre les coins pour les rapprocher du cercle. De façon importante, à chaque fois que je replie un coin, je remplace des bouts de côté par d'autres côtés qui ont la même longueur. Ainsi, les périmètres des polygones extérieurs restent inchangés et valent toujours 4. Pourtant,
À la limite, on voit bien que mes polygones extérieurs convergent vers le cercle. Mais alors, ça veut dire que pi égale 4? Non, 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 non. Non. Je vous laisse y réfléchir et on en reparle un peu plus tard. Pour être sûr de la justesse de son approximation, Archimède utilisa une autre suite de polygones, cette fois à l'intérieur du cercle pour encadrer la valeur de pi. C'est cette rigueur mathématique qui permit à Archimède de marquer à jamais l'histoire des mathématiques. Toutefois, si en théorie sa méthode permettait des précisions aussi grandes que voulues, elle n'était vraiment pas pratique, puisqu'il fallait étudier des polygones de plus en plus complexes. Est-ce qu'il y a moyen de faire mieux? Oui. Au XIVe siècle, soit presque 2 millénaires plus tard, un mathématicien indien nommé Madhava découvrit qu'il était possible d'écrire pi comme une somme infinie de termes très simples. Pi égale 4 moins 4 tiers plus 4 cinquièmes moins 4 septièmes plus 4 neuvièmes moins 4 onzièmes et ainsi de suite. Vous l'aurez compris, le seul problème, c'est qu'il me faut maintenant ajouter une somme infinie de termes. Qu'à cela ne tienne, en ajoutant de plus en plus, Madhava pouvait maintenant approcher pi aussi près qu'il le voulait. De prime abord, on pourrait dire que non, l'infini ça complique tout, mais c'est vrai que en maths, c'est rigolo parce que parfois on se dit que quelque chose va être parfait à l'infini. L'infini peut carrément simplifier les choses. En gros, entre 0 et 1, si je compte juste les dixièmes, je vais en trouver 10 ou 11, selon que je prends 0 et 1. Ça c'est discret. Et 0, 1, juste l'intervalle, c'est continu. Et ça veut dire qu'on est passé d'un nombre fini de pas à un nombre infini. Et c'est hyper utile parce que les outils mathématiques pour travailler dans le continu et dans l'infini sont beaucoup plus performants en général que ceux dans le discret. Quand on apprend limite, on apprend la dérivée pour la première fois, ça a l'air d'être un tout petit peu de l'arnaque. Allons-y, ça a l'air. On dit oui, epsilon ici n'est pas 0, mais ici on peut le traiter comme 0. Et ça, c'était la dérivée au début. Après, ça vient le formalisme d'epsilon delta dû à Cauchy d'ailleurs. Mais tu vas lire le bouquin de Cauchy au début, il fait exactement les mêmes démonstrations qu'aujourd'hui, si tu fais dans un prépa, tu t'es été giflé par les profs. Plusieurs siècles plus tard, les sommes infinies ont fini par arriver en Europe. Et là, ce fut une révolution de toutes les mathématiques. Le maître en la matière est sans conteste le Suisse Leonhard Euler. Hein? Qui ça? Euler en français. Ah, À l'aide des sommes infinies, Euler prouva la plus belle équation de toutes les mathématiques. Mais pour la comprendre, il me faut revenir un siècle en arrière. au XVIIe siècle, l'Europe est marquée par une grande rivalité nationale. L'affaire oppose deux géants des mathématiques, l'anglais Isaac Newton et l'allemand Gottfried Leibniz. La question qui divise l'Europe est la suivante. Lequel des deux a inventé la dérivée? Suite à des jeux politiques, c'est finalement l'anglais Isaac Newton qui sortit vainqueur de ce conflit et devint le symbole des sciences modernes. A l'inverse, Leibniz, dont le travail était certes postérieur, mais aussi plus rigoureux, mourut dans l'indifférence générale. C'est quoi une dérivée? Pour expliquer ce concept, prenons une pomme. Les mathématiciens grecs se contentaient de décrire la géométrie de cette pomme. Mais alors que, supposément, une pomme lui tomba sur la tête, Isaac Newton se rendit compte d'une autre propriété essentielle de la pomme, son mouvement. Cette remarque le conduisit à produire des mathématiques incroyablement fécondes qu'il publia dans l'ouvrage le plus important des sciences modernes, le Principia Mathematica. L'idée de Newton était de repérer la position de la pomme à chaque instant du temps. La formule bien connue V égale D sur T donne des vitesses moyennes de la pomme. Mais ça ne lui suffisait pas. Newton voulait connaître la vitesse en un instant précis.
Il remarqua qu'il pouvait être plus précis sur la vitesse en utilisant des intervalles de temps plus courts. À la limite, quand les intervalles de temps devenaient infiniment petits, Newton en venait à révolutionner les sciences en introduisant un nouveau concept fondamental, la vitesse instantanée. Pour la première fois de l'histoire, Newton avait dérivé la position. La dérivée, c'est la façon dont une fonction augmente ou diminue. C'est est-ce que ça augmente ou est-ce que ça diminue? Est-ce que ça reste pareil? Et si ça augmente, est-ce que ça augmente très vite? C'est la grande question physique, combien ça change si je change ça dans cette quantité-là. Et c'est ça que la dérivée calcule finalement. Moi, je travaille sur la déforestation et j'étudie ça grâce aux mathématiques. La dérivée dans mes problèmes de déforestation, elle intervient quand je regarde l'évolution de la forêt. Et sur le tramway, il y a une pancarte, les consommations sont données en grammes de CO2 par kilomètre parcouru. Ça, c'est une dérivée. Ça ne prend pas en compte, par exemple, les coûts de fabrication d'un tramway. Un tramway, il faut polluer pour pouvoir construire le tramway, et ça n'est pas pris en compte dans cette variable-là. Parce que cette variable-là ne s'intéresse qu'aux variations de la pollution que l'on crée en fonction du nombre de kilomètres que l'on parcourt. Et ça, c'est la dérivée, c'est les variations. Quand on passe d'une température froide à une température chaude, on dit qu'il y a un gradient de température, c'est-à-dire qu'on a une augmentation sur une certaine direction. Et en fait, cette augmentation de température, c'est relié par une dérivée de la température par rapport à la position. Imaginons, on est sur un marché. Le coordinateur de marché va dire par exemple à EDF, j'aimerais que vous me donniez 1 mégawatt de plus et je suis capable de vous le payer tant. EDF là doit regarder son coût marginal. Si son coût marginal est plus élevé, c'est-à-dire que le coût que ça va lui coûter, enfin ce que ça va lui coûter de produire 1 mégawatt de plus est plus élevé que le prix proposé par le coordinateur de marché, alors elle est capable de dire que non, elle ne va pas le faire. Et inversement, si son coût marginal est plus faible que le prix proposé, elle va être capable de dire bah, pas de problème, je vous le fais parce qu'il sait qu'elle va faire des bénéfices. Newton alla plus loin encore. En dérivant 2 fois la position, il parvint à décrire les variations de la vitesse instantanée qu'il appela accélération. C'est celle-ci qui intervient dans l'équation la plus importante de l'histoire des sciences modernes, F égale ma. Cette formule magique était le saint graal tant attendu de la physique, car en 4 symboles, il expliquait tous les mouvements, de celui des planètes à celui de la pomme. Il y a une autre magie dans le concept de dérivée. Avec la dérivée première, on peut faire des approximations des fonctions compliquées par des tangentes, beaucoup plus simples à manipuler. Au second ordre, l'approximation est parabolique et plus juste encore. Aujourd'hui, ces approximations appelées développement limité sont omniprésentes en physique, en chimie, en biologie, en économie et dans bien d'autres disciplines. Ah mais même en économie, on ne fait que ça, utiliser des développements limités. Ah, le développement limité, c'est génial. Le développement limité sont une figure centrale en physique. Parce que ça permet de prouver plein de trucs sans trop se fatiguer en fait. On peut rien faire sur ça. Quand on essaye de construire un modèle théorique qui fait du sens, on va créer des situations mathématiques assez compliquées. Enfin, dans mon travail, je fais souvent des calculs de points de table, donc ça veut dire on a 5 points qui sont vaguement alignés, on va partir du principe que c'est une fonction linéaire. Donc c'est faux, mais c'est le moins faux qui existe. Et ça, en fait, on le fait tout le temps, parce que travailler avec des logarithmes, par exemple, c'est juste l'enfer, tu peux rien faire. Par contre, travailler avec des trucs linéaires, bah, ça c'est très pratique, quoi. La physique, c'est la science de tout approximer lourdement et au bout d'un moment se rendre compte qu'une des approximations était fausse. Et donc à l'endroit où l'approximation est fausse, on appelle ça du nom d'un phénomène intéressant. Phénomène intéressant. Non mais c'est marrant parce que ça s'est vraiment passé il y a, je sais pas, 2 ans dans mon domaine. Enfin, on faisait une intégrale sur un contour et que donc ça devait toujours valoir 0, bah, sauf s'il y a un pôle, quoi. Et en fait, il peut y avoir un pôle. Et donc on dit, ah mais en fait on peut créer des fonctions avec des pôles. Et donc on a appelé ça les réseaux de flux. Et, enfin, c'est très intéressant et c'était vachement bien qu'on s'en rende compte, mais c'est typique de la démarche physicienne. L'anglais Brooke Taylor et l'italien Joseph Louis Lagrange
s'amusèrent alors à obtenir des approximations de plus en plus justes en allant à des ordres de plus en plus grands. En suivant les pas de Madhava, Taylor et Lagrange allèrent même jusqu'à additionner tous les ordres en même temps. Et là, magie! La somme infinie reconstitua parfaitement des fonctions originales aussi compliquées que le sinus, le cosinus et l'exponentiel. Pour moi, le plus impressionnant avec les formules de Taylor-Lagrange, c'est que des fonctions a priori compliquées ne sont en fait que des sommes infinies de puissance de x. Ces sommes infinies, aujourd'hui appelées séries entières, jouent un rôle central dans les mathématiques modernes. Par exemple, elles interviennent dans le problème ouvert le plus important des mathématiques modernes, l'hypothèse de Riemann. En fait, pour comprendre la répartition des nombres premiers, une certaine façon de faire, c'est de comprendre une fonction qui est définie à partir des... qui est définie comme une série. C'est la somme sur tous les entiers, sur tout entier n, de 1 sur n à la puissance s. Donc ça dépend d'un paramètre s, une fonction de s. A priori, ça n'a vraiment rien à voir avec le nombre premier, mais en fait, on peut le reformuler. Les états de S, c'est aussi le produit pour tous les nombres premiers P de 1 sur 1 moins 1 sur P puissance S. Et en fait, cette série, c'est quelque chose qui est mal défini pour la plupart du temps. La formule qui définit cette fonction zeta, elle n'a pas de sens si la partie réelle de S n'est pas strictement plus grande que 1. Si S égale moins 1, la somme des n pour n entier, ça n'a pas de sens. En fait, l'idée incroyable de Riemann, c'est de se dire... ce ne sera pas la même formule, mais il y a une manière de la prolonger. Et en fait, en utilisant un truc qui s'appelle le prolongement analytique, on arrive à définir cette fonction partout. Le prolongement analytique, c'est un truc assez fou aussi, comme tu aimes bien le dire. Prolonger analytiquement une fonction, c'est simplement remplir les endroits où elle n'est pas définie d'une façon sensible mathématiquement. En fait, à partir du moment où je me donne une fonction développable en série entière, même sur un tout petit domaine, je sais qu'il y a une unique façon de la prolonger maximalement en certains sens. En gros, une série entière, c'est une approximation qui est tellement bonne qu'elle est juste, mais seulement sur un voisinage. Et si on connaît la valeur d'une fonction dans un voisinage, c'est-à-dire qu'on la connaît au bord de ce voisinage. Et au bord de ce voisinage, on peut refaire les approximations. Et les approximations, quand on va à l'infini, elles vont encore marcher, mais ce qui est bizarre, c'est que ça ne va pas marcher aux mêmes endroits, ça va marcher souvent ailleurs. Et donc ça nous permet d'avoir une fonction qui étend naturellement la fonction qu'on avait juste dans un voisinage initial. C'est comme se dire, si cette fonction était très bien comportée, elle serait où dans cet endroit-là? L'hypothèse de Riemann, c'est de dire que les zéros non triviaux de la fonction zeta de Riemann, si plutôt soit à la droite, partie réelle de S égale à demi. Donc c'est ça la conjecture de Riemann qui, pareil, vaut $1 million. Bien connaître la fonction de zeta de Riemann, ça permettra de bien connaître les nombres premiers. Ce qui est d'autant plus magique dans cette hypothèse de Riemann, c'est que on part d'une fonction dont en tout cas on peut voir le lien avec les nombres premiers que pour des valeurs de S strictement supérieures à 1, et au final on s'intéresse à des valeurs qui ne sont définies que grâce à ce prolongement analytique, donc à des endroits où c'était pas du tout on ne peut pas du tout l'écrire comme la série d'origine. Et en étudiant ces endroits-là, on obtient des informations sur la série d'origine. Pour moi, c'est totalement magique. Mais... ouais, là pour le coup, ouais, un peu. Ce qui est bizarre, c'est que les zéros sur la droite, partie réelle égale 1,5, la répartition de ces zéros est très reliée à des phénomènes en physique quantique. Si on prend un électron et on le met dans une ligne, on soumet un potentiel harmonique, donc on met un potentiel x carré dans leur position, le force à être vraiment à l'intérieur. Ils vont se distribuer statistiquement exactement de la même façon que le zéro de la fonction zeta de Riemann. Et puis vint Euler. Ah oui, c'est quand même de lui qu'on parlait. Euler est tout simplement le mathématicien le plus prolifique de l'histoire. À tel point qu'après sa mort, une pile d'articles en cours de rédaction traînait encore sur son bureau. Ils ont donc été publiés posthumes. Il y en avait 228. L'une des innombrables grandes idées d'Euler fut de prendre la série entière de l'exponentielle et de remplacer x par i fois t, où i est ce fameux nombre imaginaire dont le carré est -1. Ce fut un instant de pure magie.
En séparant les parties imaginaires et réelles, l'exponentielle de I fois t se décomposait parfaitement en la somme d'un cosinus et d'un sinus. Euler fit même un pas de plus en substituant t par le nombre le plus important de l'histoire des mathématiques, pi. Et abracadabra, il obtint une formule mystique qui mêlait en une équation limpide tous les nombres les plus importants de l'histoire. EIpi plus 1 égale 0. Ouais, c'est sympa. Ça regroupe plein de choses qu'on apprend quand on commence à faire des vraies maths. Là, il y a pas mal de gens qui disent « Ah, c'est l'équation la plus belle de mathématiques. » Je pense qu'elle est jolie, alors elle va réunir le nombre le plus important de maths et tout ça, mais c'est une rotation de 180 degrés, c'est rien plus que ça. EIpi plus 1 égale 0, la fameuse formule qui faisait dire à Euler que Dieu existe, il paraît. J'ai réfléchi un peu, moi sur le coup quand on m'a dit ça, j'ai pas trop compris pourquoi ça pouvait être si fascinant. Cette formule avec EIpi plus 1, je trouve, enfin, j'ai pas la fascination que ça devrait exercer. On m'a souvent présenté en disant « Ah oui, regarde, c'est magnifique, il y a tous les symboles et tout », et ça fait un truc juste, mais je trouve pas que ça soit particulièrement intéressant. Honnêtement, ça apporte quoi? Ok, c'est joli à écrire, c'est joli à dire, mais tu dis juste que quand tu fais un demi-tour, tu passes sur l'axe négatif. Mon prof de terminale qui nous avait dit « Mais regardez, comme c'est magnifique, etc. » Et sur le moment, j'ai pas trop prêté attention, je pense. Puis après, je me suis dit, quand même. EIpi plus 1 égale 0, c'est une des plus belles formules en maths, oui, parce qu'il y a tous les nombres qu'on a mis un peu de temps à découvrir, qu'on commence à connaître, mais qu'on ne sait pas très bien à l'époque. Et les voir tous reliés, juste avec une seule formule, c'est assez joli. De façon inattendue, l'identité d'Euler trouve des applications surprenantes en mécanique. Asseyons sur une balançoire pour comprendre. Quand la balançoire tend vers l'arrière, la tension du fil la ramène vers l'avant. Tu veux dire la tension du fil plus la gravité? Merci de me corriger. Maintenant, selon l'équation de Newton, la somme des forces est proportionnelle à l'accélération. Et comme cette somme des forces dépend de la position de la balançoire, la position affecte l'accélération. Mais réciproquement, cette accélération est précisément ce qui induit les positions futures de la balançoire. Cette réciprocité entre position et accélération forme ce que l'on appelle une équation différentielle. Par exemple, vous avez sans doute déjà vu l'équation qui est ci-dessous. Résoudre une telle équation correspond à déterminer la trajectoire au cours du temps. Ah oui, j'ai déjà vu cette équation. Ça se résout avec des sinus et des cosinus, non? En effet, de nombreuses équations différentielles peuvent se résoudre à coups de sinus et cosinus. Mais ces fonctions sont horribles à manipuler algébriquement. La vraie beauté de l'identité d'Euler et des nombres complexes, c'est de permettre l'étude des mouvements oscillatoires par la simplicité des exponentielles. Cette astuce est devenue incontournable en physique des ondes, en électromagnétisme et en mécanique quantique. Avant, le nombre complexe était une façon de simplement tricher dans les maths. C'est d'utiliser un raccourci dans les maths. Une façon plus simple de traiter les fonctions trigonométriques, si on passe à un exponentiel, ça devient beaucoup plus facile. C'est un peu comme le passage du discret en continu. Pour travailler dans les complexes, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus pratique. Du coup, c'est une façon de prendre comme un cadre plus grand dans lequel on fait des choses beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement.
On commence à percevoir avec l'électromagnétisme que peut-être les nombres complexes ont un rôle un peu plus central là, parce que les équations de Maxwell, tout ça, ça demande pas mal de, même la propagation d'ondes, ça dépend pas mal de nombres complexes, mais encore, on peut dire que c'est qu'un outil mathématique. Et après, ouais, on a juste à projeter sur les réels, et ça nous donne exactement ce qu'on aurait obtenu, mais après 40 milliards de calculs. En mécanique quantique, ça devient central, c'est impossible d'écrire la physique quantique sans un nombre complexe. Mais toutes les équations ne peuvent pas se résoudre à coup d'exponentielle. C'est le cas notamment de l'équation fondamentale de la mécanique des fluides. C'est quoi un fluide? Un fluide, c'est un gaz ou un liquide composé de quelques milliards de particules. Il est totalement illusoire d'espérer suivre le mouvement de chacune des particules. Du coup, les physiciens en ont simplifié la description, en considérant qu'un fluide est en fait composé de masses de particules, des espèces de cubes de particules. Chaque cube contient lui-même des milliards de particules. Mais au lieu de décrire individuellement les particules d'un cube, on se contente de décrire leur densité et leur vitesse moyenne. Ensuite, on considère que les cubes s'échangent des particules et interagissent entre eux, en appliquant des forces qui dépendent notamment de leur densité. En faisant maintenant tendre la taille des cubes vers 0, on obtient une formule qui décrit de façon élégante la mécanique des fluides. Cette équation est celle de Navier-Stokes. Mais parce que l'on a fait des hypothèses sur la structure des particules, il n'est pas garanti que l'équation de Navier-Stokes représente vraiment la réalité. En fait, il se pourrait même qu'elle n'ait aucune solution, ce qui serait bien embêtant puisque l'équation n'aurait alors aucun sens. Cette remarque transforma de façon profonde la manière dont les mathématiciens étudièrent les équations différentielles. Il ne s'agissait même plus de trouver les solutions, il fallait d'abord déterminer s'il en existait une. Il y a trop de choses en jeu là, il a un Laplacien, il a un gradient, tout est couplé, une fonction dépend de d'autres deux équations, finalement c'est un monstre. La fondation Clé offre $1 million à qui arrive à prouver que Navier-Stokes a des solutions, même si c'est pas la preuve la plus générale dans tout le cadre, parce que apparemment c'est un problème très très difficile, donc j'ai pas tellement envie de m'attabler. Ne pas savoir s'il y a des solutions ou pas à l'équation n'empêche pas de travailler avec. On peut toujours faire des approximations, d'autres hypothèses en plus, ou regarder localement ce qui se passe. Ça n'empêche pas de travailler, mais c'est vrai que c'est gênant. Si un objet va assez lentement dans l'air, l'air s'écoule bien. S'il va trop vite, il y a des turbulences, donc il y a des tourbillons. Donc, par exemple, si on frappe un ballon de football, quand l'air qui passe derrière commence à tourbillonner, il y a des mouvements erratiques comme ça, c'est beaucoup plus dur de prédire, un système chaotique. Et les gardiens de but ont beaucoup de mal à arrêter les tirs. La question c'est est-ce que ça tourbillonne juste localement, ou est-ce que en fait, ça peut tourbillonner indéfiniment, enfin à des échelles infiniment petites. Quand on a des turbulences, en fait, la vitesse n'est plus vraiment définie en un point, à la limite, parce qu'elle va dans tous les sens. Donc il n'y a pas une valeur, il y a plein de valeurs. Et donc l'équation de Navier-Stokes, qui parle de choses dérivables, continues, ne marche plus. Donc c'est 1 million pour toute personne qui ramène à une contribution significative dans la compréhension de cette équation. $1 million, c'est beaucoup, surtout si la preuve n'est pas constructive, parce que ce qui finalement a plus d'applications, c'est de savoir calculer des solutions, ce qui est à peu près invraisemblable, ou au moins les approcher et savoir qu'on les approche bien. Ça dynamise beaucoup la recherche aussi, c'est-à-dire que le fait de savoir qu'il y a quelque part un problème qui vaut $1 million pousse quand même beaucoup de chercheurs à développer des théories, à inventer de nouvelles idées qui ont beaucoup plus d'incidence. Au XIXe siècle, 4 grands mathématiciens prouvent un théorème important d'existence et d'unicité de solutions aux équations différentielles. Outre Lipschitz et Lindelof, on trouve le polytechnicien Augustin-Luc Cauchy et le normalien Émile Picard. De façon cruciale, leur théorème s'applique à la dynamique newtonienne. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si on prend toutes les particules de l'univers et qu'on leur applique les lois de Newton, alors il existe une et une seule solution. Et alors?
J'avoue, ça peut sembler bien anecdotique. Pourtant, ceci a des implications philosophiques profondes. En effet, ceci confirme la pensée du professeur Pierre-Simon de Laplace sur le déterminisme de l'univers. Selon la légende, quand le général Napoléon Bonaparte lui demanda « Où intervient Dieu dans votre description du monde ?» Laplace lui aurait fameusement répondu « Je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse. » Ce qu'il entendait par là, c'est que l'équation de Newton suffit à la description complète de notre univers. Et si le monde est vraiment newtonien, on peut en dire plus encore. Cauchy, Picard et les autres montraient que non seulement notre monde ne nécessite pas d'être suprême, il n'en permet en fait même pas. Selon les lois de Newton, Dieu n'a plus eu son mot à dire depuis la création de l'univers. Je pense que l'univers est déterministe, ouais. Moi j'ai tendance à penser que le monde est déterministe. En tout cas c'est comme ça que je le vois plus ou moins. S'il y a des mouvements, ils ont des impacts sur les mouvements suivants, etc. Mais on m'a appris que non. On fait un cours de mécanique quantique, on nous explique que le chat de Schrödinger est à la fois vivant et mort et qu'il n'y a pas moyen de savoir s'il l'est ou pas. Même si je ne comprends pas tout, j'admets cet aspect mesure et décohérence. Quelque part, c'est probabiliste. À moins qu'on trouve une théorie déterministe plus subtile, pour l'instant, je crois à ce qui marche. Il y a pas mal de gens, et des gens, prix Nobel de 99, Gérard Tufte, j'ai eu une discussion avec lui quand il était à l'école normale, et il dit que la mécanique quantique n'est pas probabiliste, elle est déterministe, et il croit encore dans ce qu'on appelle la théorie des variables cachées. C'est pas le hasard, c'est une variable cachée. Donc c'est pas une question probabiliste, c'est plutôt une question de notre ignorance du système. Par contre, il y a d'autres physiciens qui croient absolument que c'est une question que la réalité est probabiliste. Personnellement, j'ai pas d'avis sur le sujet et j'aime bien ne pas savoir les choses. J'ai pas peur de ne pas savoir les choses. Parfois, je même trouve que ça devient plus intéressant d'avoir le spectatif, un jour découvrir ça. Après, ça pose la question de quel est le libre arbitre, etc. Surtout pour des humains qui avons une conscience. Et donc là, je pense qu'on change de débat. On passe dans un débat philosophique, c'est un peu plus difficile. Alors c'est sûr que le déterminisme, ça pose des gros problèmes philosophiques, psychologiques, métaphysiques, tout ce qu'on veut. Où est-ce que la conscience, le libre arbitre, est-ce qu'il a une place dans tout ça? La conscience, je sais pas, j'ai pas l'impression que le monde ait besoin de nous pour que les règles s'appliquent, donc je pense pas que la conscience apparaisse vraiment. La mécanique quantique, qui même sans déterminisme, remplace le déterminisme par le hasard, ne dit absolument pas que le libre arbitre c'est un choix dans le hasard. On est loin de dire des choses comme ça. Le pi est complètement déterministe, mais tu es complètement incapable de prédire le prochain chiffre de pi. Donc, à quoi ça vaut ce déterministe tout entier si on n'est absolument pas capable de prédire rien du tout? Ou le pendule chaotique, tu prends un pendule, tu attaches un pendule dans un autre pendule, tu commences à le faire bouger, ça arrive au moment où tu es absolument capable de prédire où va le pendule, et pourtant c'est un système complètement déterministe. Donc ça, c'est une sorte de non-déterminisme faible, c'est-à-dire que du point de vue de la physique, on a toujours une équation différentielle qui nous dit si à un moment donné les choses sont comme ça, alors dans le futur ça va se passer exactement comme ça. Donc ça, c'est complètement déterministe. Mais de façon effective, ça l'est pas parce qu'on n'a jamais des données absolument précises sur l'état actuel des choses. Et ce que dit le chaos, c'est qu'il suffit qu'on ait fait une toute petite erreur dans nos données initiales pour avoir un résultat complètement différent. Tout système suffisamment complexe cause l'émergence de propriétés et même des systèmes qui ne sont absolument pas prédits dans la somme individuelle. Le plus est beaucoup plus que la somme de leur part. Et c'est ça finalement la conscience. Bon, je vois pourquoi l'existence et l'unicité sont importantes, mais c'est quand même limité, non? Tu as raison. À quoi bon savoir qu'il existe une solution si on n'est même pas capable de la calculer? Pour calculer des solutions approchées aux équations différentielles,
les ingénieurs se tournent plutôt vers un autre élève de l'école normale supérieure et futur professeur à l'école polytechnique, Joseph Fourier. Alors qu'il cherchait à résoudre l'équation différentielle de la chaleur, Fourier utilisait une approche semblable à celle de Madava, Taylor et Lagrange. Écrire la solution comme une somme infinie de termes très simples. Des termes simples? Mais lesquels? On l'a déjà vu, les termes simples des équations différentielles sont les exponentielles de l'air. Du coup, l'approche de Fourier consiste à écrire la solution comme une somme infinie d'exponentielles de l'air. On dirait de la magie noire. En effet, ça peut paraître bizarre. Pourtant, les exponentielles de l'air et les séries de Fourier sont bien plus naturelles qu'elles n'en ont l'air. En fait, nos oreilles les utilisent à tout moment. En effet, quand je gratte la corde d'une guitare, que je joue une note différente au piano, vous pouvez facilement distinguer les deux sons. Et si je joue maintenant la même note, la distinction est moins évidente. Intéressant. Mais pourquoi donc? C'est parce que vos oreilles, comme les séries de Fourier, sont sensibles aux fréquences. Ouais, mais même quand elle joue la même note, j'arrive à distinguer la guitare du piano. C'est parce que chaque note d'une guitare ou d'un piano est définie par sa fréquence principale, mais elle possède aussi des fréquences dites secondaires, que nos oreilles et les séries de Fourier peuvent entendre. Ce sont ces fréquences secondaires qui nous permettent de distinguer entre le son d'un piano et le son d'une guitare. En fait, la vraie découverte de Fourier, c'est de se rendre compte que tout signal se décompose en différentes fréquences et que chaque fréquence correspond à une exponentielle de l'air. C'est difficile de trouver un concept mathématique qui a plus d'applications que les séries de Fourier. La théorie de mathématiques que je trouve belle, c'est les séries de Fourier. C'est intéressant parce qu'en cosmologie, on utilise beaucoup la description de l'univers en espace de Fourier. Moi je trouve ça assez joli que la décomposition en série de Fourier, c'est juste une projection orthogonale de ta fonction qui est dans un espace plus grand sur cet espace un peu plus restreint. Ça, je trouve ça assez joli. Si on prend un signal musical par exemple, on peut le regarder dans les amplitudes. Donc si on prend un microphone, on va enregistrer les amplitudes. Ou de façon équivalente, en utilisant la théorie de Fourier, on peut regarder quelles sont les fréquences qui sont jouées. A priori, les fréquences ont autant d'informations que le signal en amplitude. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans l'espace des fréquences, on sait quelles sont les fréquences que l'oreille n'entend pas. Donc si on coupe ces fréquences-là, on obtient, d'un point de vue de l'oreille, exactement les fréquences que l'oreille entend. Donc on n'altère pas le son du point de vue des oreilles. Et en même temps, on peut faire la compression de données. Au lieu de décrire un champ de densité avec les pics de densité où vont se former les galaxies, on va décrire ça, on va transformer ces champs de densité en Fourier. On va travailler avec les fluctuations en espace de Fourier. Donc en fait, tu as des sinus dans ta tête tout le temps, quoi. Et il faut apprendre à parler en Fourier entre nous. Parce que si on parle des choses petites, en Fourier, c'est des choses grandes. C'est des petites échelles, ça correspond à des grandes fréquences. Et il y a tout le temps ces changements. Si on a du mal à différencier le son MP3 du son analogique, il y a pourtant bien une différence. Ajoutons les termes d'une série de Fourier 1 à 1 pour comprendre. Bizarrement, si le gros du signal a l'air de converger, il y a certains endroits où l'approximation semble en fait s'éloigner du signal original. Au vu de ces erreurs grandissantes, peut-on quand même affirmer que les séries de Fourier se rapprochent bien du signal initial? Ben ouais. Non. Peut-être? La question est loin d'être évidente. En fait, les courbes sont des objets très compliqués. Au XIXe siècle, l'allemand Felix Klein affirmait « Chacun sait ce qu'est une courbe, jusqu'à ce que les innombrables exceptions l'embrouillent. » Voyons, une courbe c'est juste un tracé dans un plan, non? Revenons-en à mon calcul de pi par des polygones extérieurs. Hey, tu t'en souviens? Ah ouais, le truc trop bizarre qui semblait montrer que pi égale 4. Ouais. Elle vient d'où l'erreur du coup? En fait, ma suite de polygones ne converge pas vraiment vers le cercle. S'il est vrai que chaque point du polygone se rapproche bien du cercle, ce n'est absolument pas le cas des tangentes.
En effet, les tangentes du polygone sont toujours horizontales ou verticales. Ces tangentes ne correspondent donc pas du tout à celles du cercle. Ainsi, même si certaines caractéristiques de mon polygone se rapprochent du cercle, d'autres en restent bien éloignées. Un peu comme les séries de Fourier. Exactement. Ça me rappelle quand je voyageais en Asie avec un ami français. Celui-ci s'interpella. Décidément, ces temples bouddhistes, tous les mêmes. Ce à quoi je répondais, perso, je les trouve plus variés que les églises françaises. Ce n'est que plus tard que je compris que nous utilisions en fait deux concepts de proximité très différents. Le cœur du problème, c'est l'ambiguïté du concept de proximité. Le premier à se rendre compte de l'importance de développer une théorie de la proximité n'est autre que le plus grand mathématicien français de tous les temps. Le plus grand amphithéâtre de l'école polytechnique porte son nom, Henri Poincaré. Poincaré est un de mes grands héros, non seulement pour ses mathématiques, mais aussi pour son travail de vulgarisation. Entre autres, il a fourni des témoignages détaillés de ses grandes découvertes. Ainsi, relatait-il, il arrivait souvent que, alors que rien ne semblait lui préparer, l'idée lui vint. Poincaré expliquait cela par le pouvoir de son subconscient. Moi-même, il m'arrive de sécher sur un problème, et c'est au moment d'aller aux toilettes que l'idée me vient. Pour moi, ce que cela montre, c'est que pour réussir en maths, bachoter ne suffit pas. Il est aussi et surtout nécessaire d'aimer suffisamment la matière pour amener le subconscient à penser maths, même lorsque l'on n'a pas un livre de maths devant soi. Ouais, moi aussi ça m'arrivait sous la douche d'avoir une idée ou juste avant de m'endormir, quelque chose qui m'obsédait, j'ai réfléchi et au bout d'un moment j'avais trouvé peut-être pas une réponse mais un début de piste à explorer. Ça m'arrive d'avoir des idées et de trouver des solutions à mes problèmes quand je marche dans la rue et quand d'ailleurs j'y pense plus du tout. Ouais, moi les idées de génie, je les ai quand je promène mon chien. Quand j'étais vraiment bloquée sur un problème qui te perturbe la tête, en fait, je commence à y penser régulièrement, puis au bout d'un moment, inopinément, souvent pas au moment où tu es devant ta feuille, il y a une petite idée qui vient. Alors souvent elle est mauvaise, mais de temps en temps c'est la bonne. Mais des fois il y a des trucs qui me plaisent un peu, où j'y pense et tout. Un peu au hasard, dans le moment où j'ai l'esprit libre, je me mets à penser à des maths et parfois c'est à ce moment-là que viennent mes idées. Ça m'arrive complètement d'être dans le métro et de juste sortir un papier et de juste griffonner un truc parce que je pense que j'ai compris quelque chose. Mais quand je prends mon chien, non, je fais que ça, tu vois, je m'occupe de mon chien et voilà, ça avance. Et puis j'ai juste mon esprit qui travaille, qui vagabonde à côté. Et des fois je dis, mais ce problème-là que j'avais il y a une demi-heure et qui est totalement pas du tout lié à ce que je fais actuellement. Mais c'est bon, j'ai une idée, une solution. Surtout dans mon lit la nuit, je fais des espèces de rêves, des rêves où je cherche à résoudre un problème, mais le problème, en fait, quand je me réveille, je m'aperçois que le problème était mal posé. Mais du coup, ça fait quand même avancer mon raisonnement, ce qui fait que le matin, quand je me replonge à mon bureau, ma façon de voir le problème a soit un peu changé, ou soit ça m'a ouvert les yeux sur une nouvelle piste que j'avais pas vue au départ. Mais bon, c'est pas l'idée super formelle et parfaite, c'est pas prêt pour retravailler, mais ouais, il y a un déclic quoi, ou un truc comme ça. Donc c'est vrai qu'on a la sensation, une fois qu'on est un peu bloqué, qu'on a passé 1 heure, 2 heures dessus, d'aller voir le projet, c'est vrai que je pense que ce serait intéressant de rester plus longtemps sur l'exercice qui mature vraiment dans notre esprit. Se balader dans la tête avec ses idées, essayer de les tourner, de les manipuler, je pense que c'est ça qui permet de construire dans la tête des liens logiques et de faire des raccourcis logiques dans la tête qui après apparaissent aux yeux des autres comme des facilités. Il y a plein de gens qui pensent que les maths c'est inné, on part avec un patrimoine à la naissance ou je sais pas, un patrimoine génétique et on n'en change pas. Et c'est trop faux. Et quand tu parles d'un problème que tu as avec des gens même qui n'y comprennent rien, même qui n'ont pas du tout fait les mêmes études que toi, justement d'essayer de leur expliquer simplement ton problème et par des questions qui vont te poser et qui vont être finalement assez bêtes d'apparence, et bah tout d'un coup ça va te faire une illumination et tu vas dire mais oui mais c'est ça. Il faut poser des questions tout le temps. Ne jamais penser qu'il y a des questions bêtes. Ça c'est la pire erreur. Et parfois juste en parlant toute seule comme ça j'ai des idées. Quand on regarde le ciel la nuit, notre univers semble sans bord. Pour beaucoup, ceci veut dire qu'il est infini. Mais étrangement, la topologie de Poincaré
propose une autre explication. C'est quoi cette explication? Utilisons une analogie en dimension inférieure pour comprendre. Quand on regarde l'horizon, notre planète paraît s'étendre à l'infini. Pourtant, comme les Grecs l'avaient déjà montré, notre planète est en fait ronde et donc finie. En termes mathématiques, on dit qu'elle est compacte. D'ailleurs, on peut représenter la surface 2D de notre planète par un disque plein centré sur le pôle Nord et dont le bord est le pôle Sud. Il faut faire attention. Ici, le bord, qui est étalé sur tout un disque, est en fait un unique point. En particulier, tous les points proches du bord sont en fait tous proches du pôle Sud et donc tous proches les uns des autres, bien que mon dessin ne le montre pas. Eh bien, aussi étrange que cela puisse paraître, il se pourrait que notre univers suive la même loi. En fait, de la même manière que l'on a représenté la surface de notre planète par un disque plein, il se pourrait que notre univers puisse être représenté par une boule pleine, comme l'intérieur d'une pomme. Le noyau est alors une sorte de pôle Nord et la peau, le pôle Sud. En particulier, cette peau, qui est étalée sur toute une sphère, est en fait un unique point. Cet univers serait bien de dimension 3 et n'aurait aucun bord. Et donc, si on sort d'un côté, on peut ressortir de l'autre? En fait, dans ce modèle que l'on appelle la sphère topologique de dimension 3, on peut réapparaître n'importe où sur la peau. Souvenez-vous, tous les points près de la peau sont en fait proches du pôle Sud et donc tous proches les uns des autres. Mais il pourrait en être autrement. Ah ouais? C'est quoi les autres possibilités? En 1894, Poincaré chercha à lister toutes les formes que notre univers en dimension 3 pourrait avoir. Mais il tomba sur un problème qu'il ne sut pas résoudre. C'est ce qu'on appelle désormais la conjecture de Poincaré. En 2003, c'est le russe Grigori Perelman qui en est arrivé à bout après plus de 100 ans de recherche. Ce faisant, Perelman fut le premier à résoudre l'un des 7 problèmes du millénium. Mais étrangement, celui-ci refusa le prix d'1 million de dollars qui lui a été offert. Pour lui, résoudre la conjecture de Poincaré était bien au-delà de toute considération financière. Si je prends la surface d'un donut, donc ça s'appelle un tore, plutôt une bouée, je prends une bouée basique, elle, j'arriverai jamais à la déformer en une sphère. En fait, si je veux la déformer en une sphère, qu'est-ce que je peux faire? Mais ça va être beaucoup plus radical, c'est que je vais la scier. On va dire qu'elle est un peu rigide quand même. Donc je vais la scier, je vais l'écarter un peu, je vais obtenir un cylindre. Et puis là, je vais fermer les deux bouts, puis coller un petit peu. J'avais un cylindre, je ferme les deux bouts, j'obtiens une espèce de ballon un peu oblong comme ça. Puis un ballon un peu oblong, si j'imagine que j'ai le droit de le retasser, j'obtiens une sphère. Et quand j'ai fait ça, j'ai fait des choses qui ne sont pas du tout continues en un certain sens. C'est déjà, j'ai scié. Donc à un moment, j'avais deux trucs qui étaient très proches, puis après, ils sont plus du tout proches. Ensuite, j'ai recollé, donc j'ai fait un peu le contraire. C'est-à-dire que j'avais deux trucs qui étaient très loin, puis d'un coup, maintenant, ils sont proches. Et donc voilà, donc topologiquement, on dit que la bouée, ça s'appelle un tore en mathématiques, c'est pas homéomorphe à la sphère. Dans l'analyse in situ, Poincaré se pose un peu la question de est-ce que on me donne deux formes de dimension 3, est-ce que j'arrive à déterminer si c'est les mêmes? Il introduit, donc c'est le groupe fondamental, d'autres objets pour essayer de distinguer les formes, et il fait beaucoup de choses très intéressantes, mais quand même à la fin, dans le 5e complément, donc le dernier complément, il est embêté parce qu'il arrive quand même à dire ça serait quand même bien de savoir si avec ce truc-là j'arrive à distinguer la sphère de dimension 3. Et il dit mais ceci nous entraînerait trop loin. Il y a un documentaire très bon sur Perelman, j'ai vu récemment, c'est incroyable son histoire. Il a passé 10 ans sans publier, il a publié ça sur Archive, qui est un site open source où les gens, les mathématiciens souvent vont juste balancer leurs articles. Il a continué à vivre sa vie, il avait résolu un problème qui valait $1 million, il a refusé $1 million. Petit à petit, les gens ont découvert Perelman, le mec dont on n'a pas entendu parler pendant 7 ans, mais qui avait l'air trop fort à l'époque. Il a l'air de dire des trucs importants. Je pense que c'était Cambridge qui l'a invité à faire un talk. Et
ils ont lui demandé un CV, probablement pour mettre dans la fiche, et il était élevé, donc je ne vais plus. Vous avez vraiment besoin de CV? J'ai résolu les conjectures dans Poincaré. Ouais, t'es sûr qu'il avait résolu, quoi. Il n'a pas cherché à expliquer outre mesure tous les détails de ces raisonnements. Donc il faisait beaucoup de raccourcis dans sa preuve, quoi. Du coup, c'était très difficile à lire. Enfin, j'imagine, j'ai pas lu. Mais à terme, on a réussi à prouver que, Perelman a réussi à prouver le programme de Thorson et notamment la conjecture de Poincaré. Les travaux de Poincaré sur la topologie ont révolutionné toutes les mathématiques modernes. Enfin, disposons d'un cadre où les courbes, les surfaces et les espaces mathématiques peuvent être définis rigoureusement et être conformes à l'intuition que l'on s'en fait. Construire des objets conformes à l'intuition. Voilà une des grandes motivations de ma propre recherche. Car une fois ces objets construits, leurs applications sont souvent innombrables. Ainsi, la topologie de Poincaré trouve des applications fondamentales en géométrie et en analyse, mais aussi en chimie, cosmologie, en théorie des cordes et même en sociologie. Mieux encore, en 2013, une collaboration inédite et monstrueuse des plus grands mathématiciens d'aujourd'hui a produit un ouvrage redéfinissant les bases des mathématiques en s'appuyant sur les concepts topologiques de Poincaré. De l'avis des experts, cet ouvrage pourra devenir la future Bible des mathématiques, dans la parfaite lignée de l'instigation initiée par Euclide il y a 2 millénaires. J'aimerais tellement vous en dire plus, mais ce n'est pas au programme de prépa. C'est comme Hardy a dit, pour apprendre les maths, il faut combattre les maths. Il faut essayer de prouver que les maths ont tort. Et l'expérience qu'à mon avis il faut faire en prépa, et c'est mon conseil, c'est vraiment d'expérimenter ce que ça veut dire de ne pas avoir compris et de lutter avec ça et d'avoir compris à la fin. Et pour ça, il faut vraiment se dire qu'il n'y a pas d'autre objectif que comprendre, quoi. Au niveau prépa, et plus encore ensuite dans le monde de la recherche, on se rend vite compte que les mathématiques, en fait, c'est l'étude des structures. C'est pas tant apprendre ce que c'est une exponentielle ou un logarithme qui va te servir dans la vie, mais par contre, quand même et clairement, faire des maths, ça donne une certaine manière de penser, justement de rationaliser les choses. Du coup, quand on fait des mathématiques, en fait, on apprend beaucoup à structurer les objets. Notamment, on structure aussi nos pensées par rapport à ces objets. Et je pense que la capacité, cette nécessité de structurer à chaque fois notre pensée, notamment quand on écrit des preuves, c'est quelque chose d'extrêmement formateur et qui sera utile peu importe ce qu'on fait plus tard. Les maths en prépa et les sciences en général, c'est la garantie ensuite d'une certaine rigueur. C'est-à-dire que même les personnes qui, dans leur métier, après une prépa, n'utilisent plus du tout les mathématiques, elles ont un tampon rigueur. Notamment en entreprise, il faut être capable de structurer les problèmes, de voir qu'est-ce qui est important, de voir quelles sont les choses que l'on peut résoudre, quelles sont les choses qui sont trop dures à résoudre. Si on a joué le jeu des maths, je dirais, à fond, on est capable de savoir quand est-ce qu'on a compris et quand est-ce qu'on n'a pas compris. Et ça, c'est utile dans tous les métiers. C'est ça la grande différence entre une science et une religion. En science, tout le monde veut être un hérétique. Ceux qui gagnent le plus de prestige sont les hérétiques, ceux qui sont capables de prouver que tout le monde avant lui a fait tort. Au-delà de juste résoudre des problèmes, ce que les maths enseignent, surtout en prépa, c'est une certaine rigueur de l'esprit, et ça, on a besoin un peu partout. Il y a plusieurs millénaires, la perfection du cercle a attiré l'attention des plus grands savants. Mais derrière cette perfection se cache un nombre d'une extrême complexité, pi. De façon fascinante, l'étude de pi a amené les plus grands savants à se frotter à l'infini, avec plus ou moins de succès. Bien sûr, je n'ai présenté ici que les succès, mais il y a eu énormément d'échecs dans le domptage de l'infini. L'infini a fait peur aux plus sages et a mis en échec les plus courageux. Pour l'affronter, il faut une bonne dose d'audace et de rigueur. De l'audace, car il faut pouvoir persévérer, même lorsqu'on semble perdu dans sa logique hautement contre-intuitive. Et de la rigueur, car c'est si facile d'aboutir à des non-sens quand on joue avec l'infini. Ainsi,
ce sont audace et rigueur qui sont la marque des plus grands, comme Archimède, Madava, Newton, Leibniz, Taylor, Lagrange, Euler, Cauchy, Picard, Fourier et Poincaré. S'il est vrai que les mathématiques ont eu une quantité impressionnante d'applications à la vie quotidienne, ce n'est peut-être pas leur rôle le plus important. Pour moi, ce qui rend les mathématiques incontournables à notre société, c'est pour la culture qu'elles inculquent à nos hauts diplômés des écoles d'ingénieurs et de commerce. Une culture qui mène finement audace d'innovation et nécessité de rigueur. Tel est le cocktail qui fait la magie des mathématiques des classes préparatoires.